Le 10 octobre était la journée européenne du don d'organes et de la greffe. À cette occasion, l'ONG ETAC a lancé une campagne visant à sensibiliser le public sur la question des prélèvements forcés d'organes sur les prisonniers de conscience en Chine continentale. La divulgation de certains documents apporte de nouvelles preuves de la dissimulation du coronavirus par le Parti communiste chinois à Wuhan. Qui est le patient zéro ? Un bâtiment en construction dans le sud de la Chine s'est soudainement effondré, tuant 7 personnes. Tous les échafaudages en tubes d'acier de haut en bas se sont effondrés. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ramènerait des soldats américains à la maison. Ils sont donc préparés à d'éventuelles batailles avec d'autres pays, dont la Chine. 2 entreprises européennes ont fait disparaître le géant chinois des télécommunications Huawei de leur réseau 5G. Cette situation est liée à l'OTAN et au siège de l'Union européenne à Bruxelles. Et les médias indiens ont adressé leurs vœux à Taïwan pour sa fête nationale. Sans le vouloir, le régime communiste chinois a encouragé l'Inde à soutenir l'île en disant aux médias indiens ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Huitens. Tout d'abord, nous observons un autre type d'épidémie de virus, cette fois à l'Université des finances et de l'économie de Shanxi en Chine. Une centaine d'étudiants de cette université ont soudainement commencé à présenter des symptômes sévères cette semaine. Malgré les rapports faisant état d'un empoisonnement généralisé, l'université n'a pas, dans un premier temps, fourni d'informations aux étudiants sur l'incident. Jeudi 8 octobre au soir, elle a brièvement confirmé l'apparition d'une infection par un norovirus. La brève annonce a été publiée sur son compte officiel Weibo. Mais cette annonce sur le réseau social n'a fourni aucune information détaillée. Le norovirus est très contagieux et peut infecter des personnes de tout âge. Les symptômes comprennent des vomissements et des diarrhées. Un étudiant, qui a demandé à rester anonyme, nous a dit que presque tous les étudiants résidant au 6e étage de l'un des dortoirs de l'université ont commencé à présenter des symptômes dès mardi 6. Tous les cours ont été suspendus depuis mercredi 7. Les étudiants sont maintenant confinés à l'intérieur de leur dortoir. L'université a organisé la livraison de nourriture, mais les étudiants sont tenus de nettoyer et de désinfecter leurs propres espaces de vie. L'étudiant à qui nous avons parlé a estimé qu'une centaine d'étudiants avaient été infectés et mis en quarantaine. Mais l'université n'a pas divulgué le chiffre officiel. Il a également révélé que les élèves infectés sont autorisés à se rendre à la clinique de l'école pour y recevoir un traitement médical, mais les résultats de leurs tests ne leur ont pas été communiqués. Il a expliqué que maintenant, plus personne ne fait confiance aux responsables universitaires. Il a ajouté que l'école ne devrait pas laisser les étudiants dans l'ignorance. Nous avons constaté que certains étudiants avaient peur de parler aux médias de l'incident par crainte de possibles représailles de la part de l'université. L'université n'a pas encore fait de commentaires publics. Nous observons maintenant de nouvelles preuves de la dissimulation du virus par le Parti communiste chinois ou PCC en Chine. Les documents internes des hôpitaux chinois que nous avons obtenus montrent que le premier cas est probablement apparu en Chine 3 mois avant l'annonce officielle de l'épidémie. Officiellement, le premier cas est apparu à Wuhan le dernier jour de 2019, mais un hôpital de la ville a signalé aux autorités chinoises un cas de pneumonie grave en septembre 2019. D'autres hôpitaux ont signalé des dizaines de cas similaires entre septembre et décembre 2019. Ces rapports ont été établis à la suite d'une demande de l'équipe nationale d'enquête en Chine en février 2020. Du 1er octobre au 10 décembre 2019, il a été demandé aux hôpitaux des zones urbaines de Wuhan de fournir des données sur les cas de fièvre et les patients présentant des symptômes similaires à ce que nous connaissons maintenant sous le nom de virus du Parti communiste chinois ou Covid-19. Des informations sur les décès liés à une pneumonie de cause inconnue ont également été demandées. Nous avons obtenu des rapports de 8 hôpitaux, totalisant 40 cas. L'hôpital Puren-Jiangan a signalé 10 patients dont les résultats radiologiques étaient similaires à ceux des patients diagnostiqués avec le Covid-19. 7 d'entre eux ont présenté des symptômes en octobre 2019. Le premier cas sur la liste est apparu à la fin du mois de septembre 2019. Le 6e hôpital de Wuhan a signalé 5 décès. Tous présentaient des symptômes tels que des difficultés respiratoires, de la fièvre, de la toux et des infections pulmonaires. L'un d'entre eux est mort en novembre 2019 et les 4 autres en décembre 2019. 2 d'entre eux sont morts quelques jours seulement après avoir commencé à présenter des symptômes, ce qui indique que la maladie s'est développée rapidement. Ces rapports ont été soumis aux autorités chinoises en février 2020. Mais dans les rapports des médias, les discours publics et les documents des autorités chinoises, il n'y a eu aucun mot à leur sujet. Les détails de l'enquête de l'équipe nationale d'investigation sont encore inconnus. De nombreux pays et organisations en dehors de la Chine ont tenté d'entrer en Chine pour y mener une enquête indépendante. Mais aucun n'a reçu l'autorisation de Pékin. Et même si elle l'avait été, il reste à voir si elle serait autorisée à accéder à toutes les informations, données et enregistrements qu'elle demande.
Nous nous penchons maintenant sur un accident survenu sur un chantier de construction dans le sud de la Chine. Un bâtiment en construction dans la province du Guangdong s'est soudainement effondré jeudi 8, tuant 7 personnes et en blessant 2 autres. Selon les médias locaux, un énorme effondrement sur un site de construction a fait 7 morts dans la ville de Shanwei, dans la province du Guangdong. Alors que les ouvriers coulaient du ciment sur le toit d'un immeuble de 5 étages, la charpente de soutien du ciment s'est soudainement effondrée, faisant 9 victimes. Parmi eux, 7 personnes sont mortes et 2 ont été blessées. Le bilan des victimes est toujours en cours d'actualisation. Les photos du site montrent que le dispositif de soutien s'est effondré sur une grande surface. L'échafaudage en tube d'acier s'est effondré de haut en bas. Le chantier a depuis été verrouillé par la police. Cette année, des accidents sur des chantiers de construction ont été signalés, ainsi que des effondrements de bâtiments et divers accidents de circulation majeurs dans toute la Chine. Au cours de la semaine d'or, la fête nationale d'octobre, 3 graves accidents de la route se sont produits dans le nord de la Chine, faisant au moins 26 morts et 19 blessés. Avant cela, fin août, un grand restaurant de la province du Shanxi, en Chine centrale, s'était soudainement effondré. Les médias locaux ont fait état de 13 morts. Et maintenant, une mise à jour sur les 12 militants de Hong Kong arrêtés par les autorités chinoises en mer. Jeudi 8 octobre, les parents des détenus ont exprimé leurs suspicions, pensant que les autorités de Hong Kong auraient aidé la Chine à tendre un piège à ces 12 personnes afin de les déporter en Chine continentale. Les parents de 12 Hongkongais arrêtés par les autorités chinoises ainsi qu'un groupe de militants des droits de l'homme ont accusé le gouvernement de Hong Kong de mentir sur les circonstances de leur arrestation. Les 12 Hongkongais sont détenus dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine. Il y a 6 semaines, le régime communiste chinois a intercepté leur bateau et les ont accusés d'avoir franchi illégalement la frontière entre la Chine continentale et Hong Kong. La frontière existe toujours, même si Pékin a pris le contrôle de Hong Kong il y a plus de 20 ans. Il s'agit principalement d'empêcher les citoyens chinois d'entrer illégalement à Hong Kong. Lorsque les 12 personnes ont été arrêtées, elles étaient en route pour Taïwan et sont entrées dans les eaux chinoises. Ils sont également accusés de délits liés aux manifestations antigouvernementales qui ont eu lieu à Hong Kong l'année dernière. Le ministère chinois des Affaires étrangères les a qualifiés de séparatistes, indiquant qu'ils avaient promu l'indépendance de Hong Kong. Leurs familles ont protesté jeudi 8 devant le siège du service de l'aviation de Hong Kong. Elles ont déclaré avoir obtenu la trajectoire de vol d'un avion du gouvernement de Hong Kong, montrant qu'ils surveillaient le bateau dans lequel se trouvaient les 12 personnes. Cela les a conduits à soupçonner que les autorités locales ont aidé les fonctionnaires chinois. La police de Hong Kong a nié toute implication dans la détention, mais l'activiste pro-démocratie Joshua Wong soupçonne que le bureau de sécurité chinois et le service de l'aviation du gouvernement de Hong Kong ont tendu un piège à ces 12 personnes. What it means is that when the government flying service helicopter operation started at 4:10 a.m. as part of a law enforcement operation, it was clearly on police orders. And while Hong Kong police said that they had no involvement in the operation, this doesn't appear credible. Le père d'un détenu de 18 ans, Cheng So, a tenu une pancarte devant le siège du service de l'aviation du gouvernement qui indiquait « Le gouvernement a menti, rendez-moi mon fils ». The Hong Kong government, or the Chinese government, how can they have hidden them away for 47 days with no news for us? Les détenus se sont vus refuser l'accès à des avocats indépendants et ne sont autorisés à consulter que des avocats désignés par les autorités chinoises. Plus d'une douzaine de policiers ont monté la garde pendant que les parents organisaient une manifestation pacifique avec des images télévisées en direct montrant que certains étaient arrêtés et fouillés par la police. Une révolte peut parfois se faire à l'aide d'un simple pinceau. NTD s'est entretenu avec un militant connu pour ses peintures à grande échelle qui appelle à la liberté à Hong Kong. Ses œuvres d'art apparaissent souvent sur les Lennon Wall de la région. Cette œuvre de 10 mètres de long porte un message de liberté. I think it is the responsibility of every Hong Konger to fight for freedom and protect Hong Kong, and we cannot back down out of fear. En 2019, des milliers de post-it avec des notes manuscrites ont surgi spontanément dans les métros, les tunnels et les magasins de Hong Kong. Cette façon créative de protester est une variante du Lennon Wall qui a vu le jour en Europe de l'Est en 1980. Le Lennon Wall à Prague est un symbole de la résistance artistique contre l'ancien régime communiste. Parmi les Lennon Wall de Hong Kong, on trouve ces peintures de Yuen. Elles ressemblent à des affiches mais sont en fait peintes à la main. Beaucoup portent le slogan de protestation populaire « Libérez Hong Kong, la révolution de notre temps ». Des mots qui sont maintenant interdits à Hong Kong suite à l'adoption de la loi sur la sécurité nationale. Les autorités affirment que ce slogan est subversif et que quiconque l'utilise s'expose à des poursuites. Les magasins dits jaunes sont ceux qui soutiennent le mouvement pro-démocratique. Cependant, ils lui ont rendu ces tableaux.
I originally planned to hang my paintings up in yellow shops, but because of the implementation of the national security law, the shops were unable to put them up and return them to me. I had to make a decision between either throwing my paintings out or keeping them. I chose to protect these paintings. La nouvelle loi sur la sécurité nationale, combinée aux menaces en ligne, l'a fait quitter Hong Kong. Au printemps, un journal du Parti communiste chinois a publié des articles affirmant que le peintre du Lennon Wall serait un délinquant sexuel. Yuan trouve ces accusations ridicules. Il a dit que des inconnus ont accusé les propriétaires des magasins qui ont accroché ces œuvres d'art de soutenir un criminel. At its peak, I received over 100 messages a day. You are already the enemy of the people. Don't go out on the street. You will be dealt with us as soon as you go out on the street. Depuis son arrivée au Royaume-Uni, il a peint cette œuvre pour marquer le premier anniversaire de l'attaque de la station de métro du 31 août, lorsque la police de Hong Kong a pris d'assaut des stations de métro pour tenter d'arrêter des manifestants, blessant des passagers non armés. Le tableau comprend certains des slogans de protestation populaire de Hong Kong en japonais. This is a Japanese translation of the slogan, Liberate Hong Kong, Revolution of Our Times. It was because this phrase might be circulated in Hong Kong, and I don't want people to violate the national security law because of this. Therefore, I wanted to express the sentence in Japanese. Il montre également des scènes de parapluies et de gaz lacrymogènes. This half year, from June to December 2019, the police used 15,927 rounds of tear gas to tackle the young people in Hong Kong. And these young people could only use umbrellas to defend themselves from the toxic smoke of tear gas. Part of it depicts the students at the Chinese University of Hong Kong fighting against the Chinese Communist Party. The dragon, in fact, represents the CCP. Every single little piece of paper represents a unique message, and each has their own story. Il veut créer un Lennon Wall au Royaume-Uni. My wish is to find a wall that's 4 or 5 stories tall, and to draw on it something that's representative of the fight. I hope a wall like that can be set up in the UK. Alors que Hong Kong est de plus en plus attiré dans l'orbite de Pékin, il continue de se battre pour les libertés de Hong Kong depuis le Royaume-Uni avec son pinceau. Le 10 octobre était la journée européenne du don d'organes et de la greffe. À cette occasion, l'ONG ETAC a lancé une campagne visant à sensibiliser le public sur la question des prélèvements forcés d'organes sur les prisonniers de conscience en Chine continentale. ETAC est une organisation internationale indépendante constituée d'experts issus des milieux scientifiques, médicaux et juridiques. Sa principale ligne de conduite est la lutte contre le système de transplantation issu de la persécution et des crimes commis par l'État sur les prisonniers de conscience. Certains influenceurs sur Instagram ont participé à la campagne pour lutter contre les prélèvements d'organes sur les pratiquants de Falun Gong, les Ouïghours, les Tibétains et d'autres. Un don volontaire d'organes est un acte héroïque car cela peut sauver une vie. Mais un prélèvement d'organes forcé sur une personne encore vivante ou un condamné à mort est un crime contre l'humanité. Prélèvement forcé d'organes sur une personne vivante ou condamnée à mort juste pour commercialiser ces organes est un crime contre l'humanité. C'est ce que le gouvernement chinois fait vivre aux prisonniers de conscience, les Falun Gong, les Ouïghours, les Tibétains et bien d'autres. Il est temps que le régime chinois arrête cette pratique barbare qui va à l'encontre des droits humains. Un prélèvement forcé d'organes sur une personne vivante ou condamnée à mort est un crime contre l'humanité. C'est ce que le gouvernement chinois fait vivre aux prisonniers de conscience, les Falun Gong, les Ouïghours, les Tibétains et autres. Il est temps que le régime chinois arrête avec cette pratique barbare, arrêtant les transplantations criminelles en Chine. Aidez-nous à sauver des vies. Aidez-nous à arrêter les transplantations meurtrières en Chine. Le 15 septembre, la députée des Hauts-de-Seine Frédérique Dumas a lancé une proposition de loi visant à garantir le respect éthique du don d'organes par les partenaires non européens. 64 députés français ont co-signé cette proposition. Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, les principales victimes de ces pratiques ont été exposées. Je cite « Des enquêtes indépendantes ont par ailleurs soutenu que les prélèvements d'organes sur les prisonniers d'opinion se poursuivaient. Actuellement, en Chine, les prisonniers de conscience sont principalement des pratiquants du Falun Gong, une pratique spirituelle bouddhiste, des musulmans ouïghours, kirghizes et kazakhs, des bouddhistes tibétains et des chrétiens des églises domestiques. » Frédérique Dumas a lancé un appel de soutien au public français.
Depuis quelques mois, les médias français, témoignages et photochocs à l'appui, révèlent les uns après les autres les exactions commises sur le peuple ouïghour en Chine. Mais ce coup de projecteur laisse entrevoir une autre réalité presque indicible, le prélèvement forcé d'organes sur de nombreux prisonniers de conscience, les pratiquants Falun Gong, les Tibétains, les Ouïghours et même des chrétiens. Les centres hospitaliers chinois ont eux-mêmes fait de la publicité sur leur capacité à réaliser des transplantations de cœur, de poumons, de reins, dans des délais de 12 jours en moyenne, alors qu'en France, le délai minimum est de 3 ans. Et dans le même temps, tout le monde s'accorde sur le fait que la notion de consentement libre et éclairé en Chine est très éloignée de la conception française. Or, la grande majorité des centres hospitaliers français entretiennent et développent des liens étroits avec les centres hospitaliers chinois. Cette coopération active se fait en l'absence de la mise en place concrète de toute méthode d'évaluation et de contrôle, malgré les engagements pris. Et comme l'a révélé au monde entier le cas du laboratoire de Wuhan, au cœur de la polémique, sur l'origine de l'épidémie de la Covid-19. Il est donc impératif de légiférer afin d'éviter que les établissements de santé publics privés français puissent être amenés à se rendre complices, même non intentionnellement, de violations des droits de l'homme. En ce sens, j'ai pris l'initiative de déposer une proposition de loi transpartisane. Elle a été co-signée par 64 de mes collègues de différentes sensibilités politiques. Et pourtant, ce sont bien nos petites lâchetés au quotidien, apparemment inoffensives, qui, tel un engrenage, peuvent conduire à l'horreur. C'est ce qu'Hannah Arendt a si bien appelé la banalité du mal. Nous ne pouvons détourner le regard, nous ne pouvons accepter d'être indirectement complices du pire. Les Américains et les Anglais sont en train de légiférer. Ce qui se joue à près de 10 000 km de chez nous, c'est bien l'essence de notre humanité. Il ne faudrait pas que le choix qui soit fait soit celui de l'indifférence, du déni et du cynisme. Aurélien Taché est l'un des co-signataires de la proposition de loi en France. C'est quelque chose qui est absolument inhumain, qu'il faut dénoncer. C'est quelque chose qui a trouvé sa source dans les persécutions qu'ont subies finalement la minorité Falun Gong, qui sont des bouddhistes chinois qui ont été les premiers concernés par le prélèvement d'organes, qui a été aussi répercuté sur les Ouïghours, qui a été aussi mis en place sur les populations tibétaines et qui continue aujourd'hui avec malheureusement une forme de complicité d'un certain nombre d'établissements publics en Europe et notamment en France, puisque les hôpitaux français passent parfois des partenariats avec des hôpitaux en Chine sans savoir si oui ou non il y a dans ces hôpitaux chinois des prélèvements d'organes forcés qui sont pratiqués. C'est absolument inadmissible, cela doit être dénoncé, cela doit se stopper. Nous sommes nombreux aujourd'hui en tant que parlementaires français à nous élever contre cette pratique. Ma collègue Frédérique Dumas a notamment déposé une proposition de loi pour que les hôpitaux français soient contraints maintenant de faire la transparence sur les partenariats qu'ils passent avec les hôpitaux chinois. C'est une excellente proposition, j'en suis moi-même co-signataire, et il est évident que nous ne pouvons plus tolérer plus longtemps que sous une forme ou sous une autre, les hôpitaux français soient complices de ce type de pratique. Face au manque de fiabilité venant des instances de Chine continentale, les députés attendent une réponse claire de la part du gouvernement français afin d'aider à endiguer cette violation des droits de l'homme, considérée comme l'une des plus préoccupantes de la période actuelle. Maintenant, le point sur les entreprises européennes qui ont abandonné le géant chinois des télécommunications Huawei et choisi d'autres fournisseurs pour construire leur réseau 5G. En Belgique, 2 grands opérateurs ont choisi Nokia pour leur fournir des équipements de télécommunications clés. Ceci est en lien avec l'OTAN et le quartier général de l'Union européenne. Proximus et Orange sont parmi les premières entreprises européennes à abandonner Huawei. Washington fait pression sur les opérateurs européens depuis des mois en affirmant que le matériel de Huawei pourrait être utilisé par Pékin pour faire de l'espionnage. La capitale belge, Bruxelles, abrite le siège de l'OTAN et de l'Union européenne. Cela en fait une préoccupation particulière pour les agences de renseignement américaines. Le consultant danois en télécommunications John Strand a déclaré « La Belgique dépend à 100% des fournisseurs chinois pour ses réseaux radio et les personnes travaillant à l'OTAN et à l'Union européenne passaient des appels sur ces réseaux. » Selon M. Strand, les opérateurs envoient un message indiquant qu'il est important d'avoir accès à des réseaux sûrs. Washington a félicité ces décisions. Huawei nie ces allégations mais affirme qu'il s'agit d'une concurrence loyale. Il fournit des équipements en Belgique depuis plus de 10 ans. Telenet est maintenant le seul transporteur belge qui n'a pas encore décidé avec quelle compagnie choisir la 5G, une décision qui pourrait être prise au début de l'année prochaine. Telenet dépend d'une autre entreprise chinoise, ZTE, pour l'équipement. Les membres de l'Union européenne ont intensifié la surveillance des fournisseurs à haut risque. Selon les analystes, d'autres transporteurs européens suivront probablement le mouvement.
L'abandon de Huawei a surtout profité à Nokia et Ericsson. Nous nous tournons maintenant vers l'Inde, où le soutien à Taïwan est en hausse. Tout cela grâce à une menace récente du Parti communiste chinois ou PCC. À l'approche de la fête nationale taïwanaise, les journaux indiens The Statesman et Indian Express ont publié un message sur une page entière à l'occasion de cette célébration. D'autres médias indiens ont également publié des reportages spéciaux sur Taïwan à l'occasion de cette fête. Mais peu de temps après, l'ambassade de Chine à New Delhi a averti les médias dans un courriel leur disant de ne pas violer la politique d'une seule Chine. Elle leur a conseillé de ne pas utiliser des termes tels que « présidente » pour décrire Tsai Ing-wen, la dirigeante de Taïwan. Elle les a également dissuadés de mentionner ce terme « République de Chine », le nom officiel de Taïwan. Les demandes de l'ambassade ont depuis lors suscité des préoccupations. Dans un récent post sur Twitter, un journaliste indien s'est demandé si la déclaration de la Chine devait être considérée comme une menace indirecte pour l'Inde. Selon l'Economic Times, le rédacteur en chef d'un site web consacré à la défense et à la sécurité a déclaré « Le gouvernement chinois se comporte comme un voyou des rues et non comme une superpuissance en devenir. Il nous menace. » Ce commentaire a été fait après avoir reçu le courriel de l'ambassade de Chine. Certains citoyens indiens réagissent à la menace en disant que leur pays n'a pas peur du Parti communiste chinois. Beaucoup d'autres ont simplement ignoré la menace de l'ambassade. Au lieu de cela, ils célèbrent et soutiennent Taïwan avec le hashtag Taiwan National Day. Certains internautes ont exprimé leurs vœux de démocratie et de liberté pour Taïwan. D'autres ont exprimé des souhaits de coopération entre Taïwan et l'Inde afin de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité régionale. Et un utilisateur qui a répondu a dit qu'il ne pouvait pas attendre de voir apparaître une nouvelle Chine sans le Parti communiste chinois. Les enquêtes sur l'organisation Black Lives Matter ont révélé des liens avec des groupes pro-communistes chinois. Dans une interview avec l'animateur de Crossroads, un expert de ces groupes a démantelé ce réseau rouge qui, selon lui, est à l'origine des émeutes qui ont éclaté après la mort de George Floyd. Un réseau de groupes pro-communistes chinois est à l'origine de la plupart des émeutes américaines qui ont suivi la mort de George Floyd. C'est ce qu'affirme Trevor Loudon, journaliste d'investigation et collaborateur de The Epoch Times, expert de la gauche radicale, des mouvements marxistes et de leur influence sur la politique en général. Dans une interview avec l'animateur de Crossroads, il a passé en revue ce réseau rouge lié au fondateur de l'organisation Black Lives Matter. Well, most of the rioting is actually being organized by two pro-Chinese communist parties. The Freedom Road Socialist Organization based out of Minneapolis and Liberation Road, which is the parent body of Black Lives Matter, which is based in the Bay Area and has very close ties to the Chinese consulate there and the Chinese Progressive Association. So you've really got to think this is basically a Chinese-directed movement. Selon son site web, la Freedom Road Socialist Organization est un groupe marxiste et pro-régime chinois. Loudon affirme qu'ils sont en contact étroit avec le Parti communiste chinois et appliquent sa propagande. Le journaliste a diffusé une vidéo qui comprend un podcast montrant Jess Sundin, membre de cette organisation, admettant qu'elle était la principale organisatrice des émeutes à Minneapolis, et témoignant de la joie qu'elle a ressentie lorsqu'elle a vu un commissariat de police brûlé. Et il y a également Liberation Road, dont Loudon dit que plusieurs de ses partisans vivent en Chine et soutiennent la position du Parti communiste chinois. So Liberation Road is the parent body of Black Lives Matter. Liberation Road are the people who burnt Ferguson, Missouri to the ground in 2014. And Liberation Road, Alicia Garza, Patrice Cullors, and Opal Tometi, the three founders of Black Lives Matter, are all directly affiliated to Liberation Road. Selon M. Loudon, ce groupe maoïste communiste contrôle l'association progressiste chinoise à Boston et à San Francisco. Passons maintenant aux dernières remarques du président américain Donald Trump à propos de la Chine. Dans une interview accordée à Fox News jeudi dernier, le président Trump a déclaré qu'il souhaitait rapatrier l'armée américaine d'ici la fin de l'année. Il a ajouté que cette mesure vise à éviter que les troupes ne s'épuisent au cas où elles seraient nécessaires pour des combats contre d'autres pays, y compris la Chine. And we have to be always prepared for China and Russia and these other places. We have to be prepared. Maybe North Korea. Trump a également déclaré que s'il gagnait le second mandat, il imposerait des droits de douane à la Chine. Il a affirmé que la Chine avait passé la plus grande commande de maïs et de soja américain de l'histoire pour le rendre satisfait. Because they know that I'm a hair trigger when it comes to them, and I'm sick of them. Everything that we have that COVID, the China virus because of them.
Il a également blâmé le régime chinois pour les pertes d'emplois aux États-Unis en raison de la pandémie. Nous allons maintenant répondre à une question de certains téléspectateurs qui nous ont demandé pourquoi nous appelons le coronavirus virus du PCC. Virus du PCC est l'abréviation de virus du Parti communiste chinois. Ce nom est utilisé pour tenir le Parti communiste chinois, ou PCC, pour responsable, car sa dissimulation et sa mauvaise gestion de l'épidémie à Wuhan ont permis au virus de devenir une pandémie. Il a infecté des millions de personnes dans le monde entier, y compris le président Trump récemment. Revenons en Chine. Les responsables communistes ont appris l'existence du virus au moins au début du mois de décembre 2019, mais ont caché l'information pendant des semaines. De plus, ils ont également condamné les médecins qui ont tenté d'avertir d'autres personnes, dont le docteur Li Wenliang. Li a ensuite contracté le virus et a perdu la vie. Le régime chinois a également arrêté des journalistes citoyens qui rapportaient des informations sur l'épidémie et a fermé le laboratoire de Shanghai qui a publié la première séquence du génome du virus au monde. La séquence du génome est cruciale pour la mise au point des kits de dépistage du virus. Et ce n'est pas seulement une question de dissimulation. Le régime chinois a ensuite tenté de rejeter la faute sur les autres en prétendant que le virus était originaire des États-Unis et d'Italie. Appeler le virus du PCC rappelle aux gens sa véritable source. Il établit également une distinction claire entre le régime chinois et le peuple chinois, qui est également victime de la dissimulation du régime. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une prochaine émission. Si vous souhaitez nous aider à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme en Chine, n'hésitez pas à partager nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.